Bonjour, bienvenue et merci d'être venu pour la rencontre Le Monde en dessin, donc la rencontre BD avec deux auteurs qui sont Coco Pello et Salim Zerouki. Merci d'être venu aussi. Merci. Alors je m'étais dit que je pouvais vous présenter un petit peu et présenter les BD avant de commencer. Donc je commence avec vous Salim. Vous êtes né et vous avez grandi en Algérie et vous avez sorti en mars 2024 le tome 1 d'une série autobiographique qui s'appelle Roama. C'est votre troisième BD qui est publiée en France. Après 100% Bled, comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur, qui a été publié en 2018, et comment réussir sa migration clandestine, qui a été publié en 2021. Vous avez commencé à diffuser vos dessins dès 2011 sur les réseaux et sur Internet. Et dans vos BD précédentes, comme sur Internet, vous utilisiez un peu les codes du dessin de presse et un humour très noir pour parler de questions d'actualité qui vous intéressaient. Et là, sur Roama, vous êtes parti sur un projet un peu plus personnel parce que vous racontez votre enfance, du coup, en Algérie, dans un bâtiment très moderne, installé au sein d'un complexe olympique qui a été construit en 1975 à Alger, sous la dictature de Houari Boumedienne. Et à travers l'histoire de ce bâtiment, son évolution et votre histoire personnelle, vous racontez aussi, vous faites le portrait de la société algérienne à cette époque. Bienvenue. On va parler fort. Ouais. Je parle pas assez fort là ? Mais vous pouvez vous mettre devant. Non, mais mettez-vous là. Hein. Vous pouvez nous rejoindre ici aussi. Et on va crier. Entre nous deux. Je suis nonagénaire, j'ai oublié, comme diraient les Suisses. Ah ouais, pardon. D'accord. Oh oui, pardon. Ça marche. Je vais essayer de parler un peu plus fort, du coup. Et du coup, maintenant, je peux présenter un peu Coco Pello. Vous avez, en avril 2024, vous avez publié La Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen, et vous vous êtes attaqué, du coup, aux institutions européennes et à leur fonctionnement. C'est pas la première fois que vous faites ça, c'est votre deuxième BD dans ce genre-là, où on se met en reportage et en observation dans une institution politique, parce qu'en 2018, vous aviez publié La Tour de... Palais Bourbon, qui s'attaquait à l'Assemblée nationale. Vous avez aussi suivi 2 campagnes présidentielles. Donc en 2017, où vous publiez vos observations sur Instagram, et en 2022, où vous avez fait la campagne présidentielle avec d'autres auteurs de bande dessinée, et vous avez ensuite publié la BD Carnet de campagne 2022. Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose, je vous en prie. Non. non, mais on peut poursuivre. Peut-être parler de comment vous en êtes arrivé à faire ces 2 bandes dessinées-là dans l'enchaînement de vos carrières d'artistes. Alors, pour ma part, ou... Tu peux parler pour moi. Je parle pour toi. Alors, Salim a commencé, il était tout petit. Non, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'était dans une année un petit peu charnière, c'était l'année 2016. Je voyais beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux et je ne viens pas d'un milieu militant, j'ai pas fait de sciences politiques avant, j'ai fait des études de cinéma et je voyais en 2016 l'élection de Donald Trump aux États-Unis à cause de la désinformation sur les réseaux sociaux et le Brexit au Royaume-Uni. Et là, je me suis dit, il va y avoir l'élection présidentielle en 2017 qui va arriver. J'ai envie de voir de mes propres yeux ce qu'est véritablement la politique.
Et donc, pour la toute petite histoire, en 2016, donc fin 2016, j'ai rejoint une première équipe de campagne. C'était l'équipe de campagne d'Arnaud Montebourg, parce que j'avais des idées plus à gauche, et puis je trouvais marrant, il posait en marinière dans les journaux, avec un Thermomix, tout ça, donc je me suis dit, tiens, lui, il est un peu marrant, on va essayer de suivre sa campagne. Et très rapidement, j'ai été intégré à son équipe, et j'ai commencé à découvrir le milieu du militantisme politique, et à le dessiner. Et en fait, à chaque fois que j'allais coller des affiches tard le soir, etc., bah, je revenais et puis je notais ça dans des carnets à dessin en me demandant ce que j'allais en faire. En 2017, donc début 2017, Arnaud Montebourg perd à la primaire au profit de Benoît Hamon. Et là, je me mets à tenter le pari un peu fou d'infiltrer les 5 principales équipes de campagne. En infiltré, donc personne ne savait que je dessinais à côté. Et donc, je me suis mis à dessiner la campagne du Rassemblement national à la France insoumise en allant voir tous les partis et en disant « Oui, oui, je veux être militant avec vous. » quoi. Voilà. Donc, j'allais le matin tracter pour François Fillon et le soir, je pouvais coller des affiches pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs mois dans différents arrondissements. J'ai publié quelques dessins à ce sujet dans les colonnes du Huffington Post pour raconter la vie du militant politique de l'extrême droite à l'extrême gauche. Est venue après l'idée de faire une bande dessinée durant les législatives sur l'Assemblée nationale en me disant tiens, j'ai réussi à infiltrer les différentes équipes de campagne, donc peut-être que j'arriverai à infiltrer l'Assemblée. Et puis suite à l'Assemblée, je me suis attaqué à la campagne présidentielle 2022 et puis là aujourd'hui à l'Union européenne. Super. Et Salim, du coup, entre le passage entre vos BD précédentes et Roama, comment est-ce qu'il s'est opéré ? Moi, j'ai toujours été engagé. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu dessiner quelque chose, soit un message à passer, soit quelque chose qui me tient à cœur. Et parler de l'Algérie, comme ce pays, c'est-à-dire l'Algérie, ce n'est pas un pays qui va très bien. Je voulais toujours en parler. Et j'ai fait cette BD quand j'ai fait le constat que tous mes voisins d'enfance avaient quitté l'Algérie. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire ce livre, de raconter l'histoire de cet immeuble qui a été abandonné par tous et qui s'est délabré rapidement. Et à travers ça, je voulais raconter l'Algérie. Voilà, donc c'est mon pays, je suis algérien et ça me tenait à cœur de raconter un petit peu son histoire. Et pour raconter du coup cette période-là, vous avez fait des recherches documentaires. C'est un pays. Enfin, il y a votre histoire, la petite histoire personnelle, qui va ensuite être beaucoup mis en parallèle, quoi, avec la grande histoire. Avec la grande histoire, j'ai tracé d'abord tout ce qui s'est passé entre la période que je voulais raconter. Sur ce tome-là, c'est 75-92. J'ai mis toutes les dates clés. Et après, j'ai rajouté aussi toutes les anecdotes que j'avais. J'ai essayé de combiner les deux, avoir des anecdotes qui servaient ma narration pour aboutir sur des événements nationaux. Et j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai cherché aussi les archives. Mais en Algérie, il y a beaucoup de... C'est-à-dire l'information n'est pas évidente à trouver. Les gens ont parfois peur de parler. Et donc ça n'a pas été facile. Les journaux, les archives ne sont pas numérisées. Et donc j'ai eu finalement accès aux journaux ici en France, au Centre culturel algérien de Paris. Et par contre, pour les témoignages, j'en ai pas eu beaucoup. Même, par exemple, sur octobre 88, j'avais raconté l'histoire du premier enfant il avait 18 ans, qui était mort. Et j'avais contacté sa famille, j'ai réussi à retrouver sa famille, je suis allé leur parler, mais j'ai rien pu en tirer. Et ils voulaient rien me dire. Ils n'arrêtaient pas de dire oui, mais s'il est mort, c'est fini. Et donc voilà, tout a été comme ça un petit peu. J'ai pas eu beaucoup de témoignages quand ça touchait la politique.
Oui, parce que sur Instagram, du coup, j'ai vu que vous aviez fait des appels à témoignages. Vous aviez demandé à des gens qui Oui. avaient vécu dans le bâtiment de venir. Et vous aviez eu des retours là-dessus quand même ou... Au fait, mes voisins, ils m'ont tous, parce que je suis resté en contact avec eux, donc ils m'ont tous répondu. J'ai pu discuter avec eux et avoir beaucoup de témoignages. Mais sinon, en dehors de ma cité, j'ai rien eu. Très difficile. Je pense que ma génération, moi, ils sont pas très friands des réseaux sociaux, donc j'arrive pas à les contacter sur Internet. Et après, sur le terrain, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en Algérie, comme ça reste toujours une dictature militaire, il y a une certaine peur. Et une fois que tu commences à poser des questions qui touchent à de la politique, les gens ne répondent pas. Et est-ce que vous vous attendez, avec la sortie de la BD, peut-être d'avoir des témoignages qui vous arrivent pour les prochains tomes ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais bien que les langues se dénouent un petit peu, mais ça reste difficile. Ça reste difficile parce que en ce moment en Algérie, je pense qu'il doit y avoir dans les 280 prisonniers d'opinion. Donc ça reste, il y a un climat de peur et les gens ne racontent pas facilement. Ça me fait penser à une autre question à laquelle j'avais pensé dans vos BD. Donc tous les deux, vous vous représentez dans la bande dessinée. Et vous représentez des gens qui existent, des personnalités. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, à la fois le fait de se représenter, mais aussi de représenter des gens qui existent? Est-ce qu'il y a eu des relectures de protagonistes qui sont dans la BD? Est-ce que vous avez du coup dû anonymiser des gens? Enfin, je sais que oui, potentiellement. Oui. Moi, je voulais pas raconter mon histoire. Je voulais raconter l'histoire de l'immeuble mais après, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai raconté mon histoire, mais j'ai fait le minimum possible. Vraiment, ce que j'ai essayé de dire, c'était vraiment je ne voulais pas me mouiller, ni mouiller les personnes qui sont avec moi. Donc, il y a eu mon père et ma mère, mais ils n'avaient pas trop le choix. Mais sinon, ma sœur et mon frère, ils sont présents sur une seule planche dans tout l'album. Et le reste, tous mes potes ou tous mes voisins, j'ai changé les noms et les... Voilà. D'accord. Donc, pour éviter tout problème. Et vous, Coco Pello? Moi, c'est l'inverse, j'ai mouillé tout le monde, ou presque. Oui. Non, c'est en fait, donc, moi, je considère que je fais de la bande dessinée embarquée. Donc, je vais à la rencontre de différents protagonistes. Alors là, pour cette bande dessinée en particulier, j'ai à la fois rencontré des commissaires européens. J'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré des gens du Quai d'Orsay, des diplomates, des eurodéputés, des journalistes, de simples citoyens aussi de l'Union européenne, un peu partout dans l'Union. Et l'idée, c'est vraiment de raconter dans la bande dessinée ce qui se passe. Par exemple, j'ai été embarqué dans un conseil européen. Donc en fait, c'est une salle où se réunissent les 27 chefs d'État et de gouvernement pour prendre les grandes décisions dans l'Union européenne. Et j'ai été embarqué dans le bureau France, donc avec l'équipe d'Emmanuel Macron et de ses Sherpas diplomatiques tout autour. Et moi, l'idée, c'est de passer une journée avec eux, par exemple, et de dire, bon, bah, moi, je vais me mettre dans un coin, et au bout d'un moment, avec mon petit crayon et mon petit carnet, ils m'oublient. Les langues se délient un peu plus facilement, et c'est à ce moment-là que moi, je vais dessiner et raconter les scènes qu'il y a dans cette bande dessinée. Donc moi, l'intérêt pour le public, c'est évidemment pas de changer le nom d'Emmanuel Macron ou de tel ou tel conseiller. C'est de pouvoir dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça à tel moment, et voici les mots du président un peu en off, quoi. Donc quand je rencontre différents personnages en leur disant voilà, je vais faire une bande dessinée, il y a un peu ce contrat tacite où je leur dis montrez-moi le maximum, je suis pas là pour vous tracher, je suis là pour raconter ce que vous faites véritablement dans votre quotidien, et au bout d'un moment ils oublient petit à petit ma présence. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je ne permets aucune relecture, et il y a une seule relecture que j'ai permise qui est dans l'album, qui est un moment un diplomate du Quai d'Orsay, où je me suis dit, bon là on touche à des relations diplomatiques. Il parlait de l'Europe et la manière dont nous les Français sommes perçus dans l'Union européenne, et je me suis dit à ce moment-là, bon, soit je l'anonymise, soit je change un peu ses paroles, et je lui ai quand même envoyé les planches. C'est la première fois que je faisais ça,
c'est sur 3 pages dans la bande dessinée. Et il m'a dit, je préfère que ce soit anonymisé parce que la diplomatie, un mot de travers et ça peut froisser les relations entre 2 pays. Donc on va peut-être pas créer d'incident diplomatique avec ta bande dessinée. Donc on anonymise son nom et puis normalement ça va passer. Et du coup là c'est passé dans ces planches-là, quoi. Ok, très bien, merci. Du coup, ça m'amène sur des questions autour de la liberté d'expression, où c'est des questions qui se posent, je trouve, dans vos 2 BD, et notamment Cocopello, dans la Tour de Babel, il y a beaucoup ces portes fermées que vous mettez en scène aussi pour montrer que tout n'est pas accessible, quoi, à un dessinateur. Est-ce que vous vous étiez attendu à ça et comment vous l'avez vécu Moi, j'essaye d'aller le plus loin possible à chaque fois, en demandant un peu à n'importe qui, disant même à l'Élysée, allez, je vais vous suivre, et puis on y va. Des fois, j'ai effectivement des portes fermées, et dans la bande dessinée, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois raconter quand on a des larges accès et des portes ouvertes, et à la fois quand on se prend un mur. Et donc moi, je fais un peu ce running gag dans les négociations européennes, parce que c'est des fois des grandes négociations diplomatiques, un peu de haut vol, et où je ne pouvais pas accéder à toutes les négociations. Et ça me permet de faire une petite critique aussi de cette Union européenne qui manque parfois de transparence, qui est un petit peu opaque pour le citoyen. Et si même moi j'ai envie d'y aller et je me prends un mur, je vais dessiner le mur et puis je vais dire bon voilà, là je me suis pris à nouveau un mur, et ça fait une sorte de running gag comme ça dans la bande dessinée. C'est très rigolo, il y a beaucoup de scènes de cases où vous êtes dans la salle et vous dites peut-être que là ils vont pas s'apercevoir que je suis là. Oui, j'essaie de me cacher, de me faufiler, d'avoir le maximum d'accès. Et non, généralement, les auteurs de BD, on est assez bien considérés pour faire ces expériences-là, en tout cas pour l'instant, parce que les politiques se méfient énormément des journalistes. Dès que vous mettez un politique face à un journaliste, moi je les vois, ils se raidissent, et même vous, en fait, c'est pas forcément hyper plaisant d'avoir un micro qui est braqué sur soi, et d'un coup vous allez faire attention à ce que vous allez dire, parce que vous êtes enregistré. Moi, c'est vrai que j'ai l'image de l'auteur de bande dessinée, donc tout de suite, on s'imagine que je fais des Mickey et des Tintins, et qu'il n'y a que le dessin. Et donc moi, je monte mon carnet en disant, voilà, je vous ai dessiné rapidement, donc tout le monde est assez ravi d'être dessiné. On se dit, génial, les hommes politiques sont persuadés d'entrer dans la pop culture comme ça, et de montrer leur action. Sauf qu'à côté du dessin, en bande dessinée, il y a le texte. Et le texte peut parfois être traître. Mais bon, ça fait partie du jeu, et puis c'est comme ça, quoi. Mais ils l'oublient souvent, donc moi ça me permet d'avoir quand même pas mal de portes ouvertes par rapport à certains journalistes ou certaines personnes qui travaillent dans ces institutions. Et Salim, du coup, dans votre BD, c'est plutôt de l'absence de liberté d'expression que vous parlez dans vos bandes dessinées et dans vos dessins sur Internet. Et est-ce que vous avez quelque chose à en dire aussi comment vous vous placez par rapport à ça? Moi, est-ce que je m'auto-censure, c'est ça? Est-ce que vous vous auto-censurez ou est-ce que par rapport à des éditeurs, vous avez eu des retours Non, du tout. Sur le récit ou sur ce que je donne, aucun éditeur ne m'a jamais demandé de refaire quoi que ce soit. Généralement, parce que une fois qu'on accepte de méditer, comme je suis pas très gentil dans le ton, on sait à quoi s'attendre. Donc dès le début, c'est-à-dire si je me fais éditer, c'est qu'ils s'attendent pas à autre chose. C'est pas. Non, je m'auto-censure pas. Au début, quand j'ai fait cette BD, il y avait des scènes que j'avais vécues avec ma mère et j'allais les faire joué par quelqu'un d'autre. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas ma vie, c'est la vie de ma mère, est-ce que j'ai le droit de mettre ça, est-ce que j'ai pas le droit de mettre ça? Et j'ai longtemps réfléchi à ça. Et finalement, j'ai mis que c'était ma mère. Et voilà. Mais d'accord. Je sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Après, il y a des moments aussi où vous racontez des périodes de détresse, soit dans votre histoire personnelle, mais aussi au niveau de l'histoire de l'Algérie, des
des périodes violentes quoi, de l'histoire. Et à ce moment-là, vous prenez de la distance. Enfin, il y a beaucoup aussi l'humour qui vient contrebalancer des choses très dures que vous montrez. Est-ce que vous avez... comment vous balancez en fait ce côté humour, qui en même temps est très noir, mais de représenter des choses très sérieuses et aussi de donner des informations en fait que tout le monde ne connaît pas forcément et d'alerter sur des questions. Au fait, en Algérie, il y a une très grande tradition de dessin de presse et avec beaucoup d'humour, humour noir. C'est très et j'ai été bercé avec ça beaucoup. Donc dès le début, j'ai fait du dessin avec un humour un petit peu trash. Et donc ça fait partie de mon écriture. Dès que je me mets à écrire, je fais plein de blagues pour rire de choses qui ne sont pas drôles. Mais je pense que ça m'amuse beaucoup aussi. C'est un très bon levier aussi, ça attrape bien oui, dans vos BD. Ça attrape et ça facilite des fois Parce que comme l'histoire de l'Algérie, c'est pas une histoire très très drôle, on va dire. Et donc, je pense qu'on a appris à ça, on a appris de rire de nos malheurs. Et ça devient une seconde nature après. Et tous les deux, du coup, vous êtes auteur et dessinateur. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre processus de création, comment ça se déroule? Est-ce que vous faites des croquis? Comment vous aboutissez à une planche? Sur quoi vous travaillez? Je pense qu'on a une manière de travailler qui doit être assez différente. Moi, c'est vrai que je pars sur un sujet, je propose un sujet à mes éditeurs. Ensuite, je pars avec des carnets qui rentrent dans la poche pour être le plus discret possible, encore une fois. Je note le maximum de choses. Donc, généralement, j'écris beaucoup, je dessine assez peu, parce que sinon, je prends des photos et des vidéos. Et puis, je rentre à la maison et je commence à me dire, bon, comment je vais raconter tel ou tel chapitre pour mettre en situation vraiment tout ce que j'ai vécu. Il y a à la fois mes mémoires, la façon dont je l'ai vécu, et je le mets dans la bande dessinée, si j'ai froid, si j'ai peur, si je suis impressionné par tel ou tel personnage. À la fois ces notes que j'ai prises sur le moment pour restituer la scène, et les photos et les vidéos quand je peux en prendre. Parfois, je ne peux pas prendre de photos et de vidéos, et c'est vraiment que de la mémoire visuelle. Et une fois que j'ai fait tout ça, je fais mon petit storyboard, mes crayonnés, l'ancrage, ça passe chez le coloriste, et puis... là, on résume ça en 2 minutes, mais ça, c'est 18 mois de travail, d'enquête et de dessin. Voilà. Je pense que chaque BDiste a sa façon de travailler. Moi, je commence d'abord par écrire et je dessine rien. Je fais aucun dessin, je sais même pas à quoi ça va ressembler. J'écris d'abord l'histoire et je passe beaucoup de temps à écrire. Peut-être que je dessine juste pour proposer à l'éditeur. Je lui dis, voilà, ça va ressembler un petit peu à ça à peu près. Mais je dessine rien et je pense que je passe 6 mois à écrire, à faire le storyboard, le découpage. Et même quand je fais le découpage, je fais pas de dessin. Il n'y a rien, il y a juste... si je dessine un humain, c'est un rond et un trait. Voilà. Et mon éditrice, la pauvre, elle se tape comme ça 300 pages de texte sans dessin, avec juste des... Voilà. Mais peut-être parce que je suis un petit peu flemmard aussi, donc j'ai pas envie de dessiner pour effacer. Une fois que le texte est validé, c'est là que je commence à dessiner. Mais sinon, voilà, pas de dessin. Très intéressant. Moi, j'aurais rapproché vos bandes dessinées à tous les deux, du coup, de la BD documentaire, la BD du réel. Est-ce que c'est un genre que vous connaissez, que vous lisez, dans lequel vous vous retrouvez et sinon, est-ce qu'il y a d'autres du coup, traditions et auteurs desquels vous vous rapprochez? BD documentaire, moi j'en ai lu, mais pas beaucoup. Mais ça dépend toujours de l'auteur. Hein. Il y a des bandes dessinées documentaires qui sont vraiment très lourdes à lire. Elles sont beaucoup détaillées, beaucoup... Et il y en a qui savent ramener l'histoire, donc ça dépend toujours de l'auteur. Mais j'aime bien, moi, quand c'est vrai, quand ça m'apprend quelque chose, j'aime bien ce genre de bande dessinée. Et j'ai oublié ta deuxième question. Est-ce qu'il y a des auteurs, du coup, que vous aimez bien, que vous conseilleriez, qui vous ont inspiré, qui vous influencent? Moi, j'adore un dessinateur qui s'appelle Bruno.
avec 2 points sur le U. Lui, j'adore. Ça se voit pas, j'ai pas encore réussi, mais chaque fois j'essaie de dessiner comme lui. J'adore comment il fait. Et je vais pas être très original, mais j'aime beaucoup aussi Larsonnet. Voilà. Bah oui. Non, pour ma part, alors je considère pas faire une bande dessinée que documentaire en quelque sorte, parce que dans la bande dessinée documentaire, généralement vous avez un journaliste et un dessinateur. Donc c'est le journaliste qui va raconter, c'est pas le dessinateur qui raconte. Moi je revendique plutôt le fait d'être un auteur embarqué, donc je vais me mettre en scène dans la bande dessinée à travers un avatar, et puis je vais raconter à travers cet avatar qui va être une sorte de passerelle entre le lecteur et puis moi, mon histoire, et dérouler un peu le fil de tout ça, faire de la pédagogie, etc. Et je suis comme toi, Salim, c'est vrai que j'aime bien refermer une bande dessinée et avoir appris plein de choses derrière. Donc la bande dessinée du réel, évidemment, ça me parle. Après, il faut voir comment on met en scène ça aussi. J'ai vu des bandes dessinées sur certaines institutions, par exemple, puisque moi j'ai un peu plongé là-dedans, qui malheureusement avait, je sais pas, qui était fait en partenariat avec l'institution en elle-même, et du coup le récit est complètement lisse, et moi ça me dérange un peu quand il n'y a pas de critique de l'institution derrière quand même. Et puis sinon, en auteur à conseiller, moi j'ai déjà travaillé évidemment avec Mathieu Sapin. Donc lui aussi fait de la bande dessinée embarquée en politique et dans d'autres domaines. Et on a déjà travaillé ensemble justement sur l'aventure Carnet de campagne. On était 6 auteurs à suivre la campagne présidentielle 2022, où chacun avait 1 ou 2 candidats. Et donc on lance petit à petit cette culture de la bande dessinée embarquée. Mais c'est quelque chose qui, ça je m'en suis aperçu dans ce récit européen, c'est quelque chose qui est très français, cette bande dessinée embarquée et cette bande dessinée politique. Les autres nationalités en Europe n'ont pas cette culture-là encore. Et donc moi, quand j'allais voir un Allemand, un Suédois, un Polonais en disant voilà, je veux vous suivre dans votre quotidien, je veux faire ça, 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 généralement ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire, alors que les Français comprenaient. C'est parce que tu parles français peut-être. Non, parce qu'il y en a qui parlent français quand même, et puis je les contactais en anglais. Alors oui, il y a la barrière de la langue, c'est sûr et certain, mais il y a aussi une barrière culturelle de la bande dessinée. Moi j'ai connu un journaliste allemand durant la campagne présidentielle qui voyait Valérie Pécresse avec une nuée de 50 photographes qui la prenaient en photo alors qu'elle faisait semblant de lire un livre pour montrer à quel point elle était cultivée. Et en fait, ce journaliste allemand me disait mais nous, jamais on ferait ça en Allemagne, quoi. On ne comprend pas votre culture de la personnalité comme ça. Et lui, j'ai pu le revoir et j'ai pu l'interroger sur la question de la bande dessinée. Et quand je lui ai remis la tour de Babel, je lui ai remis dans un café parisien il y a 2 semaines. Il m'a dit mais tu sais qu'en Allemagne ça aurait été impossible de faire ça, quoi. Enfin, nous on n'a pas cette culture-là, et quand notre chancelier allemand se déplace quelque part, il y a 1 ou 2 journalistes qui l'accompagnent, il parle 15 minutes, et s'il parle 15 minutes, on est content. Alors que vous avez un président de la République qui parle pendant 2 heures avec 4 chaînes de télé qui sont rivées sur lui, et tout le monde qui écoute religieusement, quoi. Sur ces questions-là de langue et de plusieurs nationalités qui se côtoient, c'est des questions qui se retrouvent dans les 2 BD. Il y a beaucoup de langues différentes qui sont parlées des fois, et il y a cette question de la traduction, de comment est-ce qu'on écrit. Vous écrivez du coup en français pour publier en France, et comment est-ce que vous avez choisi les modalités en fait pour le représenter. Des fois, il y a les alphabets qui sont différents dans les bulles, des fois il y a des petites astérix. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez beaucoup réfléchi, ou selon les cases, vous faisiez comme vous vouliez? Salim, si tu veux commencer. Moi, ma langue maternelle, c'est l'algérien. Donc, tous mes souvenirs sont en algérien, tout ce que j'ai vécu. Donc, plusieurs choses, j'aurais aimé les faire en algérien. Donc, moi, j'ai traduit. Tout a été traduit, même les onomatopées. Elles sont traduites, Voilà, donc je ne sais pas ce que je voulais dire. Ça m'arrive souvent. Moi aussi, j'ai un peu ça, là.
Non, bah pour la Tour de Babel, ça a été. Alors, l'Assemblée nationale, Palais Bourbon, ça allait. C'était sur l'Assemblée un sujet franco-français. Tout le monde parle français, très bien. Pour la Tour de Babel, j'entre dans une institution où il y a 27 nationalités et 24 langues différentes. Donc, quand je rencontrais des Allemands, des Polonais ou autres, il fallait voir comment je traduisais ça. Alors, il y a des fois, on a fait le choix de laisser un petit peu d'anglais quand c'est à peu près compréhensible, mais généralement, on traduit pour le lectorat francophone, évidemment. Et sinon, j'ai repris une astuce qu'on trouve dans les Astérix, où on change la typo. Donc quand vous avez un allemand qui parle, hop, on met une typo gothique. Quand y a un grec qui parle, hop, on change la typo et on essaye de faire un truc un peu, une typo un peu antique. Et c'est vrai qu'on s'est énormément posé la question de quoi traduire, comment, pourquoi avec mes éditeurs. Donc il y a un moment où je pars rencontrer un député polonais dans le Parlement en Pologne. Et je suis avec une journaliste qui est franco-polonaise qui me faisait la traduction. Donc à ce moment-là, moi, je voulais garder le fait que ce député parlait polonais. Donc je me suis mis à changer. En fait, on a fait une typo un peu spécifique où donc c'est du français, mais avec des accents pour faire comme s'il parlait polonais, en fait. Et il y a une autre fois où on s'est demandé si on allait traduire ou pas ce discours-là. C'était un discours du commissaire français Thierry Breton, qui est face à la vice-gouverneure de Californie et qui commence en fait avec un accent très français à lui dire, parce que nous les Français on est très arrogants en Europe, de dire we are the biggest democracy of the world with 27 countries, we are the best, etc. Et on s'est posé la question, moi je me suis dit, est-ce que je traduis en français ou est-ce que je le laisse en anglais? Et en fait, j'ai choisi de le laisser en anglais pour donner un peu le côté Chirac quand il parlait en anglais avec son accent français à couper au couteau. Et j'ai mis une petite flèche en disant bon bah là, il s'exprime avec un très fort accent français et comme ça, dans votre tête à vous, en le lisant, vous allez avoir cet accent français qu'on connaît. Et à un autre moment, il se met à faire un long discours fleuve sur justement le fait que l'Union européenne ouvrait des bureaux à San Francisco, tout ça. Et à ce moment-là, on l'a traduit entièrement en français pour que ce soit plus compréhensible, parce qu'il n'y avait pas forcément ce besoin de la vanne, de l'accent français. Et par contre, on a mis une petite astérix en bas en disant, à ce moment-là, chers lecteurs francophones, on a pris le soin de traduire les mots du commissaire pour vous éviter justement ce fort accent français. Je pense que ça va être une des dernières questions. Ensuite, on va pouvoir comme ça passer au moment d'échange avec le public. Je voulais savoir si, du coup, vos deux BD, elles parlent de politique, elles ont pour but de donner des connaissances sur des questions quand même qui sont importantes et peu connues du très grand public. Et je voulais savoir si vous aviez une démarche militante aussi dans la façon dont vous vous placiez, vous, en tant qu'auteur. Salim, oui. Oui, bah pour moi, complètement. Parce que quand je fais... Comme en Algérie, c'est le même système depuis l'indépendance. C'est les militaires qui dirigent le pays d'une main de fer. Et tout ce qui a été commis en Algérie n'est pas dans les livres d'histoire, pratiquement. Je voulais faire cette BD pour laisser un témoignage de ce qui s'est passé. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas ce qui s'est passé. Par exemple, pour la révolte de 88, qui est fini avec 500 morts, où les militaires avaient tué sur des jeunes garçons à balles réelles. Aujourd'hui, si tu parles à des jeunes, ils vont te dire les manifestations d'octobre 88, alors que ce ne sont pas des manifestations, c'est un carnage. Et ainsi de suite, pour plein d'événements. Donc moi, je voulais vraiment faire cette BD pour laisser une trace et pour raconter comment les choses se sont passées. Coco Bello. Alors moi je savais pas trop dans quoi je m'embarquais de base. Je sais que je voulais faire un portrait de cette Union européenne qui est très largement méconnue. Et c'était d'abord une curiosité. Je le raconte au début de l'album. Je suivais du coup l'aventure Carnet de campagne 2022. J'étais dans le bureau du secrétaire général des Républicains et c'était le jour de l'invasion russe de l'Ukraine.
Et donc je vois des alertes sur mon téléphone qui dit qu'il va peut-être y avoir une troisième guerre mondiale, que ça va pas être possible, que peut-être que Poutine va envahir la Suède et tout ça, des trucs pas possibles. Et à côté, je vois le secrétaire général des Républicains qui, lui, me parle du maquillage de Valérie Pécresse et du fait que Éric Ciotti n'a pas assez de couilles pour quitter le parti, etc., etc. Il reste sur des sujets très français. Et alors que moi, je vois qu'il y a autre chose qui est en train de se passer. Et suite à cette invasion russe, on a sorti des drapeaux européens dans la rue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des grandes manifestations à Paris où il faut soutenir l'Ukraine, etc. Et la présidentielle française a repris le dessus. On a rangé les drapeaux européens. Et cette solidarité européenne a disparu tout d'un coup. Et moi, je me suis posé la question de, en fait, on s'est mis à sortir des drapeaux européens à un moment. Derrière, sur nos mairies, derrière nos hommes politiques, etc., il y a le drapeau de l'Union européenne, mais c'est quoi vraiment l'Union européenne? Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Et donc c'était d'abord une curiosité. Je me suis dit au début, est-ce que ça va être accessible ou pas? J'en sais rien, on verra bien. J'ai poussé plusieurs portes et puis au final, je suis sorti de cette aventure non pas en européiste convaincu, mais en disant il y a ça qu'il faut arranger, et peut-être que cette Europe elle manque d'une pression populaire, d'une pression médiatique pour arranger et fixer aussi certaines choses. Donc aujourd'hui, j'aurais plus tendance déjà à militer en disant allez voter pour les élections européennes, évidemment. Et puis après, d'alerter aussi sur certains sujets pour dire voilà, il y a l'Union européenne qui est au-dessus de nous. Faut pas qu'on se sente totalement largué par rapport à ces sujets-là, parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent un petit peu, on a la sensation qu'ils nous dépassent un peu, et pourtant on peut avoir une véritable action en tant que citoyen. Donc maintenant je suis un peu plus sensibilisé à ça, et peut-être que les gens qui liront cette bande dessinée le seront aussi après. Je me suis demandé si la date de sortie de la BD avait été réfléchie dans ce sens-là, parce que donc, les élections européennes, c'est début juin. Et en fait, je vais même vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai sorti au début pour faire cette bande dessinée, j'avais oublié qu'il y avait les européennes en 2024. Et donc, je m'étais dit au départ, il y a le traité de l'Élysée, le traité franco-allemand, où c'est les 50 ans, peut-être que ça va être un grand événement, etc., qui est en janvier, qui était en janvier 2024. Et je commence à dire à mes éditeurs ça, en disant, il y a ça. Et puis ils me disent, d'accord, ça va peut-être pas ramener grand monde et tout, on verra bien. Finalement, personne n'en a entendu parler, hein. Mais on avait oublié cette question des européennes, et puis c'est un des éditeurs de Dargaud qui a dit mais en fait il y a peut-être une année d'élection cette année-là, et on s'est dit oui, c'est les européennes. Ok, cravache à tout prix pour sortir l'album dans les temps, au moins 2 mois avant la date des élections, le temps que l'album s'installe, et puis aussi d'informer les gens. Donc aujourd'hui, on est dans une bonne temporalité, effectivement, par rapport à Palais Bourbon, qui était sorti en janvier 2021, où il n'y avait aucune échéance électorale cette année-là, quoi. Maintenant, je me disais peut-être, alors ça doit être une question qui est embêtante en promotion, mais par exemple, Salim, les 300 pages que vous aviez données à votre éditrice, c'était pour toute la série ou... Ok, donc vous avez toute la suite en tête. Oui, au fait, moi c'est un seul livre. C'était pas prévu qu'on fasse 2 tomes, mais après, quand j'ai donné le storyboard, quand on a commencé à travailler, c'était genre 340 pages. On s'est dit vaut mieux le faire en 2. Voilà, donc c'est pas vraiment une série, c'est une seule histoire. Donc si t'as pas lu le 1, tu peux pas lire le 2. Ouais, ok. Voilà. Et vous avez des perspectives de projets à venir? Oui. Ok. Ah, de projet ou pour le tome 2? De projets ensuite. Oui, j'ai une petite idée ensuite, mais je peux rien vous dire. Ça marche. Et Coco Pello? Oui, pareil, je suis déjà dans... Alors j'ai un sujet où je vais être juste illustrateur dessus. Donc je travaille avec un scénariste et moi je fais les dessins, ce qui me repose un peu par rapport, j'ai quand même traité cette grosse machine qui est l'Union européenne pendant 18 mois, donc à faire les textes, à expliquer, à plonger dans les directives européennes, c'était quand même un sacré morceau. Donc là ça me repose un peu de faire que du dessin, mais après je vais continuer à faire de la bande dessinée reportage, j'ai quelques pistes avec mes éditeurs, et puis... Après, on va voir aussi ce que cette tour de Babel va m'apporter, parce qu'à chaque fois, ça rajoute des contacts et ça permet de pousser d'autres portes. Donc, on verra.
Est-ce que vous pensez à un carnet de campagne 2027 ou... On l'a déjà fait en 2022, c'est une aventure qui était incroyable, un vrai défi éditorial. De là à le refaire en 2022, en 2027, je ne sais pas, mais avec cette même équipe de dessinateurs, ouais, ça serait assez marrant. Parce que, enfin, vous pourrez feuilleter l'album justement à la sortie, mais cet album-là, on s'est mis à 6 auteurs de bande dessinée, mais on ne se connaissait pas avant. On connaissait nos styles de dessin, en fait on a embarqué des auteurs comme ça en se disant bon bah voilà, on va suivre la campagne présidentielle, mais la plupart n'avaient jamais fait de bande dessinée reportage et on savait pas vraiment ce que ça allait donner. Et c'est vraiment en janvier 2022, l'album est sorti en mai 2022. En janvier 2022, on a mis nos pages côte à côte et on s'est dit ah ok, ouf, ça marche. Mais sinon, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Donc à chaque fois, c'est une sorte de saut dans le vide en se disant, voilà, on va faire ça et on va voir jusqu'où on peut aller. Et pour les institutions européennes, c'était pareil. Je n'étais pas du tout assuré d'avoir ces accès-là. Je ne savais pas ce que j'allais raconter avant d'y être précisément. Et donc c'est en faisant l'aventure et en poussant plusieurs portes qu'à la fin, j'ai dit à mes éditeurs, ok, on va raconter ça, comme ça, quoi. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, quelque chose Ça va pour moi. Alors, on peut passer aux questions du public si vous voulez. N'hésitez pas à lever la main. On a un micro pour faire passer. Merci. Oui, je vais essayer de bien parler devant le micro. Je ne vous connais pas tous les deux, donc le festival est une occasion de vous découvrir. J'ai une première question à Monsieur Zerouki. Comment vous êtes perçu en Algérie ? Est-ce que vous avez une diffusion tout à fait légitime et comment en France, alors pas obligatoirement les jeunes d'origine maghrébine, ce serait trop facile de stigmatiser un public, mais comment les jeunes vous lisent, vous reçoivent? Après, j'aurais une autre question, mais c'est plus une interrogation sur moi, ce Coco Bello, qui me surprend dans sa désinvolture. En Algérie, non, je pense en Algérie, je suis bien perçu. Maintenant, mes BD, elles ne se vendent pas en Algérie. Hein, ça serait trop compliqué de vous raconter pourquoi. Il n'y a pas de distributeur de livres en Algérie, donc c'est tout un casse-tête. Mais je pense que cette BD-là ne se vendra jamais en Algérie parce que j'attaque directement le système. Comment je suis perçu par le public? Je pense que je suis bien perçu. Je reste assez présent avec je réagis beaucoup à l'actualité politique en Algérie à travers les dessins. J'ai arrêté de le faire ces derniers temps, mais je l'ai longtemps fait, surtout pour le Hirak, quand il y a eu la révolte de 2019. Donc je pense que je suis perçu peut-être comme un dessinateur militant, un petit peu. Et je ne suis pas bien perçu par le système, ça c'est sûr. Ici en France, par contre, je ne sais pas, les jeunes, en général, dans le monde entier, ce qu'ils pensent de moi. Je ne suis pas jeune, ça fait longtemps que je l'ai été. Et par contre, sur cette BD-là, et à travers tous les salons que j'ai, je rencontre un public, et pas maghrébin, et que je ne soupçonnais pas. Ce sont les Français coopérants, ceux qui sont venus en Algérie après l'indépendance, et qui sont venus travailler, soit c'est des professeurs, soit des médecins, et qui avaient des enfants qui ont vécu là. Et avec ces enfants-là, j'ai eu la même enfance. Et j'en rencontre beaucoup qui me disent, voilà, moi aussi j'ai vécu à ce lieu-là, à ce moment-là, j'ai vécu ceci, cela. Et j'ignorais qu'il y avait autant de Français que ça. Voilà. Maintenant, tu as la deuxième question. J'attends. Non, je ne veux pas abuser. C'est pas vraiment une question. Je trouve qu'il y a une désinvolture dans la façon dont vous vous présentez, dont vous définissez votre façon de travailler. On a l'impression que vous allez visiter une colonie de vacances, que vous rencontrez des moniteurs, que vous discutez avec des enfants. Est-ce que c'est si simple que ça de rencontrer la liste des ministres, de toutes ces personnalités parce que moi, demain, je vais aller à Bruxelles et je vais me présenter comme vous en disant, voilà, est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu?
Vous êtes alors, journaliste non, je suis pas, j'ai pas de carte de Oui. presse. Et la première fois que je suis rentré au Conseil européen, j'avais pas de carte de presse, je ne pouvais pas être accrédité puisque je suis que auteur de bande dessinée. Et donc en fait j'ai vraiment envoyé un mail au Conseil européen en disant bon bah voilà, moi j'ai envie d'avoir un accès un peu comme les journalistes déjà. Et là c'est un Italien du service de presse, mais enfin c'est vrai hein, pour le coup, qui m'a dit je t'ai fait rentrer. Habituellement, on n'a pas d'auteur de BD, mais de toute façon, tout le monde se désintéresse de l'Europe, donc c'est quand même déjà, on est déjà des journalistes européens, c'est déjà assez sympa. Donc là, auteur de BD, on n'en avait pas encore. Et mes gamins adorent la bande dessinée, donc j'ai dit à la sécurité de te faire passer. Et c'est véridique, ils m'ont fait passer comme ça, en fait. C'est ça qui est dingue. Sur l'Assemblée nationale. Alors, moi, c'est quand même un sacré parcours du combattant que je commence à raconter dans Palais Bourbon, et après, je commence à faire mes armes, etc. Pour la Tour de Babel, j'ai été voir le Quai d'Orsay, quand même, pour dire, bon, bah voilà, j'ai fait une bande dessinée sur l'Assemblée, qui a pas mal tourné dans le milieu politique, parce qu'elle présente nos institutions, et puis la manière dont sont perçus les députés, à la fois par la population, et à la fois par les députés, en fait, eux-mêmes, dans leur travail. Le Quai d'Orsay a dit ok, vous avez fait Palais Bourbon, bah, on va vous aider pour certains accès. Mais je suis le premier surpris, si vous voulez. Mais en fait, ils ont tellement pas l'habitude que quelqu'un s'adresse à eux, peut-être avec beaucoup de bagou et de désinvolture comme ça, qui sont un peu désarçonnés en disant bon bah ok, on vous file le truc quoi. En fait, c'est un peu ça. L'Assemblée nationale, ça c'est une histoire encore plus dingue parce qu'ils m'ont filé. Pour cette histoire-là, j'ai dit en fait aux gens bon bah voilà, je veux faire aux députés, je veux faire une bande dessinée sur l'Assemblée. Donc au début, j'avais que les accès du public. Je me rendais donc dans les tribunes du public. Vous pouvez vous-même y aller, vous inscrire sur le site, etc. Et je dessinais les députés, et je faisais des caricatures de députés. Ça, je les ai postés sur un compte Instagram que j'avais nommé Palais Bourbon, qui a donné le nom à la bande dessinée après. Et ces députés ont commencé à voir mon travail et à en parler entre eux. Donc à chaque fois que je publiais un dessin, il y avait le côté salle de classe, justement, de « Ah, regarde, il t'a dessiné, ah, c'est marrant, il t'a fait un gros nez, etc. etc. » Les hommes politiques adorent être dessinés, c'est ça qui est assez fou, et c'est ce dont je me sers aussi. Et donc, je fais ce compte Instagram-là, et grâce à ce compte Instagram, j'envoie une lettre. À l'époque, c'était à François de Rugy, qui s'est fait toper pour les homards depuis. François de Rugy, je lui envoie une lettre un peu officielle en disant bah voilà, je veux faire une bande dessinée sur l'Assemblée, il me faut le maximum d'accès. En gros, c'était ça. Je suis l'auteur de Palais Bourbon, du compte Instagram que vos collègues suivent, et voilà. Et j'ai contacté aussi la députée de ma ville d'origine. Je suis originaire de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, qui m'a dit écoute, je connais rien à la bande dessinée, mais si tu veux, je te soutiens là-dedans. Et elle a envoyé une lettre officielle, Clémentine Autain, pour monsieur François de Rugy, etc. Et donc cette demande, elle a traîné pendant des mois et des mois dans les services de l'Assemblée, parce que personne n'avait fait cette demande-là jusqu'à moi. Au final, donc je les appelais, je me rappelle, tous les lundis matins, j'ai appelé un secrétariat en disant bon bah voilà, où sont mes accès, où sont mes accès, où sont mes accès. Et au bout d'un moment, je sais pas, peut-être qu'ils en ont eu marre, mais ils m'ont filé un badge de collaborateur parlementaire du président François de Rugy. Ce badge de collaborateur parlementaire me permettait d'avoir accès à tout, mais même à la buvette des députés, alors que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas d'accès, de base je ne suis personne, c'est ça qui est assez dingue, quoi. Et même moi je me disais, mais attends, ils m'ont filé ça, mais en fait je passais devant les files de journalistes avec mon badge en disant, bah moi j'ai le droit et vous n'avez pas le droit, quoi. Voilà. Mais dans l'idée, avec un peu de recul, on se dit oui, c'est totalement délirant. Pourquoi on laisse faire ce mec-là comme ça? Mais pourtant, ça se fait. Voilà. Et j'en suis le premier surpris. Et c'est pour ça que j'essaye bien d'insister à chaque fois quand je me présente. Je le dis, je suis auteur de bande dessinée, je ne suis pas journaliste. Parce que si j'étais journaliste, tout de suite, il se dirait ah, il est affilié à un journal, donc du coup, on va faire vachement attention à ce qu'on dit et on va le laisser avec la presse. Voilà. Oui, ma question s'adresse à Monsieur Zerouki. Vous êtes présent. Pardon? Non, il est éteint. Là, c'est bon?
Oui. Oui, vous vous êtes présenté comme militant, et après vous nous dites que vous laissez plus une trace de ce qui s'est passé en Algérie. Bon, laisser une trace, c'est faire un peu d'historien, mais militer, c'est autre chose. Mais comme vous n'avez aucun accès, enfin, votre bande dessinée ne peut pas rentrer en Algérie, est-ce que c'est pas un peu frustrant, cette position de militer ici, quoi, à travers... Parce que vous avez l'assentiment des coopérants qui rentrent, oui, ok, c'est bien ça, mais est-ce qu'en Algérie, on peut faire quelque chose? Ce qui est quand même à noter, c'est que dans beaucoup de pays du Maghreb, il n'y a aucune démocratie. C'est soit une royauté, des théocraties, même de l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas de démocratie. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est lié à quoi? Alors, on a eu, c'est vrai Ça, c'est encore que vous êtes parti. Ah, je ne saurais pas vous dire pourquoi il n'y a pas de démocratie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que ma BD physiquement elle peut pas rentrer, mais il y a des versions numériques qui se vendent sur internet et je suis militant je suis engagé avec le dessin politique que je fais sur les réseaux sociaux, donc ça on peut pas me l'interdire. Et mes BD ne se vendent pas officiellement en Algérie, mais les deux autres, elles s'y trouvent un petit peu. Voilà, mais c'est très difficile de militer dans une dictature de l'intérieur, hein. Je pense que ça se fait. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. C'est souvent de l'extérieur qu'on fait ça. Voilà, donc je fais comme je peux, comme je sais, de loin. Voilà. Je voudrais m'adresser à Monsieur Salim Zerouki. Je voulais savoir si éventuellement des planches de votre BD ou pourraient être utilisées par les journalistes, les quotidiens, à l'image de ce que fait Dilemme. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais en tout cas, il l'a fait beaucoup, 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 et c'était vraiment très intéressant. Alors, je ne sais pas si il vous est possible de faire ce travail aussi. De faire du dessin de presse, oui, j'aimerais bien faire ça. D'utiliser des planches de votre BD Rouama, je crois. Oui. Par exemple, pour des quotidiens. Ben, s'il y a des quotidiens qui veulent l'utiliser, oui, je pense que c'est faisable. Il faudra qu'ils voient avec Dargo, avec ma maison d'édition, pour les droits. Mais oui, c'est faisable. Et Dilemme, moi j'aime beaucoup. J'ai appris à dessiner en recopiant Dilemme. Et est-ce qu'à ce moment-là, on permettrait à quelques dessins d'apparaître sur les journaux, sur les quotidiens, les magazines? Je ne sais pas s'il y a un intérêt de sortir une seule planche de la BD et de la publier. Mais s'il y a un magazine qui est intéressé, pour la promotion de la BD, il y a eu des planches qui ont été publiées sur des magazines, notamment Le Figaro. Donc je suppose si un magazine désire, c'est à la maison d'édition de décider. Aux journaux algériens. Ah, les journaux algériens. J'ai pas été très précise, mais en fait, oui. je pensais aux journaux algériens. Ah, les journaux algériens, je ne sais pas. Ils n'ont pas une bonne impression. Je plaisante. Je ne sais pas s'il y a... je ne sais pas, c'est une question difficile. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas s'ils pourront, les journaux algériens, s'ils auront le droit. Il y a beaucoup de censure en Algérie maintenant. Il y a des gens qui vont en prison pour des dessins, pour des articles, il y en a plein. Je pense qu'aucun... Déjà, la presse n'est plus indépendante en Algérie, c'est fini. Et aucun journal ne prendra le risque de faire ça.
peut-être qu'il publiera des planches rigolotes, mais pas du contenu politique. J'avais une question pour Coco Pello. Alors moi j'avais lu Palais Bourbon et vous avez déjà un peu répondu, mais je voulais savoir dans quel chacun des 2 albums, quel était le plus compliqué pour avoir les accès. Je vous ai un peu répondu. Et quelle était la situation la plus compliquée que tu avais rencontrée dans celui-là, par rapport aux portes fermées que tu as trouvées. Et peut-être s'il y a un autre projet derrière, je sais pas, l'ONU ou quelque chose comme ça, pour aller crescendo. On me dit souvent l'ONU, mais il y a un très bon album déjà sur l'ONU qui existe aux éditions Stinkis. Voilà, je fais de la pub pour la concurrence. Mais du coup, j'essaie quand même de faire des albums un peu inédits. Et là, l'Union européenne, personne s'y était frotté. Et en fait, la toute première difficulté pour faire cet album, alors que j'avais eu derrière moi le succès de Palais Bourbon, qui a bien tourné dans pas mal de milieux, et bon voilà, on a fait des bons chiffres avec Dargaud. Donc je suis arrivé avec mon projet sur l'Union européenne, et c'est vrai que mes éditeurs, la première fois qu'ils ont vu ce projet, ils se sont dit ok, c'est bien, mais fais attention parce que tous les livres qui ont été publiés sur l'Union européenne jusqu'ici se sont plantés. Les gens ne veulent pas parler d'Europe dans les bouquins et il n'y a pas de lecteur pour ça. Je me suis dit, moi ça me paraît quand même un peu bizarre. Et ensuite ils m'ont dit, et si tu veux faire un bouquin, fais un bouquin eurosceptique, comme ça marchera. Et je me suis dit, bah quand même, moi j'ai envie de voir, faites-moi confiance. Avec Palais Bourbon, on a fait des bons chiffres. Là, on va essayer de faire quelque chose. Vous connaissez mon ton. Ça fait maintenant 3 ans qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, etc. Faites-moi confiance. Je vais partir dans cette nouvelle aventure. Et puis, je vais faire ni un bouquin eurobéa, ni un bouquin eurosceptique. Et ils m'ont dit, bon, bah allez, c'est bon, on te file de l'argent et puis on y va, quoi. Voilà, c'est des avances sur droit d'auteur. Donc ça, c'est vrai, la première difficulté, c'est convaincre d'abord l'éditeur. Et après, c'est convaincre les hommes et femmes politiques qui sont sur place. Et comme je le disais, j'ai eu beaucoup de facilité avec les Français, des eurodéputés français. Ça, j'avais vu Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, j'avais proposé à Bellamy à un moment, j'ai vu une eurodéputée socialiste. Et ça, il n'y a eu aucun problème pour les avoir. Au contraire, ils étaient même demandeurs, en fait. Et donc, j'essaye d'avoir un premier panel, je sais pas, par exemple, pour les commissaires européens, c'était un petit peu la même chose. L'équipe de Thierry Breton, côté français, m'avait dit OK. Donc, l'équipe du néerlandais Frans Timmermans m'a dit « Ah, vous avez Thierry Breton, bon, bah du coup, nous, on veut bien y participer. » Donc là, moi, en disant, en gros, ah, bah votre copain, il participe, bon, bah l'autre, il a envie d'y être aussi, quoi, voilà. Pour pas rater le train en marche au cas où, quoi. Voilà. Donc moi je me construis une légitimité d'abord comme ça en ayant un premier accès, et là ce premier accès ça a d'abord été grâce à Palais Bourbon qui m'a permis d'avoir des accès au Quai d'Orsay, qui m'ont permis ensuite d'avoir accès à des Français, qui m'ont permis d'avoir accès à d'autres nationalités. Mais j'ai une eurodéputée lettonne par exemple, je trouvais son histoire hyper intéressante. C'est une eurodéputée qui a été déportée dans un goulag russe au moment où du coup la Lettonie était sous joug soviétique, et je trouvais son histoire hyper intéressante, et je lui ai dit si vous voulez je viens vous voir en Lettonie, je raconte un peu ce que vous faites sur place en tant qu'eurodéputé et puis votre histoire. Et donc j'ai essayé d'avoir plusieurs fois son équipe, et en fait son équipe a laissé traîner, et au bout d'un moment ils m'ont dit je suis désolé mais en fait on voit pas l'intérêt de participer à une bande dessinée. Parce qu'il n'y a pas cette culture-là en Lettonie, et parce que cette culture elle reste quand même assez française et assez ancrée en France. Donc c'était très compliqué pour moi d'avoir d'autres nationalités. J'ai réussi à en avoir, mais ça a été assez difficile, en tout cas pour cette aventure-là. Et après, au niveau des officiels, j'ai proposé aussi aux différents présidents. Et par exemple, l'équipe de Van der Leyen, donc j'essayais de passer par des Français qui étaient dans son équipe, qui m'avaient été conseillés par l'équipe de Thierry Breton. Voilà. Donc on essaie de passer par son équipe partie française, mais elle n'a jamais accepté de participer à la bande dessinée. Et pareil, elle ne voyait pas l'intérêt en tant qu'Allemande de participer à cette bande dessinée-là, quoi. Voilà. Mais par contre, j'ai réussi à avoir la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, mais qui a une autre approche
politique, puisque le Parlement européen est censé être la voix directe des citoyens. Donc là, c'est son équipe qui lui a dit, si tu as un citoyen de l'Union européenne qui veut te voir, essaye peut-être de faire en sorte de lui ouvrir certaines portes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais sinon, les autres, ils n'étaient pas particulièrement chauds pour me laisser entrer partout, quoi. Voilà. Alors, on va devoir clôturer la rencontre. On est un peu pris par le temps, ça s'enchaîne beaucoup. N'hésitez pas aussi à retrouver Salim Zerouki et Coco Pello qui sont encore cet après-midi sous le chapiteau avec leurs ouvrages aussi à vendre et puis pour discuter si vous le souhaitez. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation, bonne fin de journée. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci.